16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, comédien, humoriste français avec une voix et un style inimitable, connu pour son personnage de Gérard Bouchard au bonnet rouge. Il a joué dans une centaine de films et téléfilms, mais aussi au théâtre. Après la sortie de son livre Le jour où j'ai appris que j'étais juif, Jean-François Derek le raconte sur scène. Après Paris, il est en tournée. C'est l'occasion alors d'en parler et de découvrir notre invité aujourd'hui en direct live sur nos plateformes streaming, radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Jean-François Derek. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Alors bien sûr, on va découvrir votre actualité autour de ce livre devenu seul en scène, Le jour où j'ai appris que j'étais juif. Et je crois qu'il est 100% autobiographique. C'est un roman autobiographique, voilà. C'est ça. Donc il y a une petite partie roman, mais enfin c'est surtout autobiographique. En tout cas sur la scène, je crois que c'est 100% autobiographique, puisque j'ai vu votre spectacle. Et donc on va découvrir tout ça ensemble et découvrir surtout qui vous êtes, au-delà de ce que vous faites en essayant de tout dire. Et on commence par le début, toujours le début. Jean-François Derek, ou plutôt Jean-François Dereczinski, vous êtes né le 11 mai 47 à la Voulte-sur-Rhône en Ardèche. Vous allez grandir avec un frère et une sœur dans une famille juive polonaise. Et je crois que vous avez mis du temps à trouver comment vous vous appeliez vraiment. Ah oui, alors ça c'est sûr que c'est une longue histoire, hein, puisque ça fait l'objet d'un livre et d'un spectacle. Enfin moi je vais essayer d'être synthétique, parce que mes parents, bon, comme tous les juifs polonais de cette génération qui avaient fui la Pologne avant la guerre, ils avaient eu du bol, de la chance, ou je sais pas, de fuir la Pologne avant la guerre. Donc ils s'étaient réfugiés en France. Toute leur famille, après la guerre, ils ont appris que toute leur famille avait été exterminée sans savoir vraiment ni où, ni comment, comment, si on s'en doute, mais ni quand exactement. Et comme tous les juifs de cette génération, ce qu'ils voulaient après, c'était s'intégrer, même pas s'intégrer, se dissoudre, devenir plus français que les Français. Donc, tout oublier leur nom, puisque ils ont même changé leur nom, oublier leurs origines, ils ont changé leur nom, leur prénom, enfin, ils ont changé pas tout, mais un peu. Et ce qui fait que moi, j'ai grandi dans un espèce de brouillard, comme ça, où je voyais bien que j'étais pas comme les autres, parce que j'avais pas de famille, au sens des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, tout ça. Alors, maintenant, ça a l'air de rien, parce que les familles sont très éclatées, mais à l'époque, à Grenoble, qui était une petite ville de province à l'époque, toute la famille habitait là. Et donc, tout le monde, tous les copains avaient une cousine dont ils étaient amoureux, des grands-pères chez qui ils allaient en vacances, et moi, j'avais rien de tout ça. C'est ça. Et on vous disait rien ? Ben si, c'est-à-dire que j'étais obligé déjà de m'inventer des trucs pour ressembler un peu aux autres. Oui, mais est-ce que vous étiez curieux et est-ce que vous disiez à vos parents, mais comment ça se fait que moi, j'ai pas de famille, j'ai pas de cousins, d'oncles, de tantes que je peux rencontrer, et que disaient-ils ? Ah non, ça se disait pas, ça. Il y avait une omerta, vous ne posiez pas les questions. Si, je me posais des questions, mais c'était un espèce de brouillard. Oui. Et je me disais que de temps en temps, il y avait des phrases comme ça, ou des choses qui échappaient à ma mère, ou mes parents qui parlaient entre eux, qui parlaient une langue bizarre, qui était le polonais. Je savais pas ce que c'était, moi. En fait, ils parlaient polonais. Évidemment, comme tous les étrangers, ils parlaient de plus en plus français, sauf quand ils voulaient s'engueuler. Et là, ils passaient au polonais. Ou au yiddish. Yiddish, je savais même pas ce que c'était. Donc, pour moi, le polonais, c'est une langue qui n'était utilisée que pour s'engueuler. Donc, une langue horrible. Et donc, alors c'est quoi votre question, en fait ? Et j'allais vous dire quel genre d'enfance vous avez eu, mais en fait, vous êtes en train de répondre exactement. Donc, vous allez sur mes questions et c'est parfait, parce que c'est dans la continuité de cette histoire que vous racontez sur scène, et on va y venir dans un instant, longuement, évidemment. Et sur scène, vous parlez de votre enfance, bien sûr, de vos 10 ans, et vous avez, je crois, un souvenir avec une certaine Christine. Ah oui. Est-ce qu'on peut en raconter un petit bout ? Ah bah oui, bien sûr, oui. Bah, c'est-à-dire, c'était ma petite amie quand j'avais 10 ans, 11 ans, et puis elle était un peu coquine, parce qu'un jour, elle me dit je te montre mes seins si tu me montres ton zizi. Moi, je voulais pas, parce que j'étais timide. Et elle me dit mais je sais pourquoi tu veux pas me le montrer, parce qu'il est coupé en deux, parce que t'es juif. Et moi, je savais même pas ce que ça voulait dire, juif. Et comment le savait-elle ? Ah,
Grande question. C'est-à-dire que tout le monde était au courant, sauf moi, en fait. C'est ça, c'est Dans le l'impression quartier. que ça donne. Parce que vous avez aussi, vous racontez sur scène, des souvenirs de copains d'école légèrement, pour pas dire beaucoup, antisémites. Qu'entendiez-vous dans la cour de récréation, Jean-François Derek ? Ah, ben j'entendais par exemple des phrases comme un copain qui voulait manger son pain au chocolat tout seul dans son coin. On dirait, ah, ben, il mange en juif. Ouais. C'est une expression comme ça. Ou si un prof avait l'air bizarre, j'entends, oh, ben il est sûrement juif celui-là. Donc pour moi, juif, ça voulait dire bizarre, ça voulait dire qu'il voulait pas partager son pain au chocolat, ça voulait dire aussi d'autres choses, ça voulait dire qu'il croyait pas en Dieu. Parce que pour les copains, Dieu, il y avait qu'un Dieu, c'était le Dieu des chrétiens, des catholiques. Et eux, les juifs, ils croyaient pas dans ce Dieu-là, mais je sais pas dans quel Dieu ils croyaient, donc ils croyaient pas en Dieu, ils allaient pas à l'église, et enfin des choses dans ce genre-là, vous voyez. Et en plus, ils faisaient pas de ski. Ski, parce qu'il y avait beaucoup de ski. Ah bah à Grenoble, évidemment, c'était la capitale du ski. Il y avait beaucoup aussi de gens juifs. Et c'est ce que vous dites. Il n'y en avait dites. pas tellement, en fait, mais ils étaient un peu regroupés. Alors oui, ils faisaient pas de ski, et pourtant, ils avaient tous des noms qui finissaient en ski. C'est ça, c'est ce que vous dites dans votre spectacle, Jean-François Derek. Alors, on va bien sûr progresser lentement, mais sûrement. Vous allez rentrer dans une carrière d'humoriste, de comédien. Comment cette carrière arrive ? J'aime pas beaucoup le terme humoriste. Moi, je suis acteur comique. Acteur comique. Voilà. Alors, justement, comment vous devenez acteur comique ? Oh, écoutez, là, j'ai dû... Alors là, ça, les Est-ce origines que vous avez fait des études ? Ah oui, j'ai fait des études de physique. J'ai une maîtrise de physique. Vous avez une maîtrise de physique. Servi. Et alors, c'est ça qui est troublant. Comment vous arrivez à exercer le métier que vous avez aujourd'hui ? On va en parler, de comédien, de seul en scène, d'auteur aussi. J'avais commencé à Grenoble dans une troupe universitaire. Parce qu'il y avait que ça, hein, à l'époque, il n'y avait pas de conservatoire, mais bon, c'était assez modeste. Et on commençait à jouer là. Et en fait, avant, déjà, je sais que j'aimais beaucoup, moi j'étais assez timide, mais le seul moment où je m'éclatais un peu, c'était quand il fallait réciter des poèmes, jouer des pièces, enfin des trucs comme ça. Alors là, j'y allais à fond la caisse. Donc je me suis dit, ça me permettait d'être autre chose que moi-même, quoi. Moi-même, avec tous ces problèmes où il fallait tout le temps faire gaffe, de pas être si j'étais pas comme les autres. J'avais des parents, par exemple, qui avaient un accent, mais pas un accent grenoblois. Et on me demandait qu'est-ce que c'est que cet accent. Et moi, en tant qu'enfant, je le voyais pas, là, je n'entendais pas leur accent. Vous ne faisiez pas attention. Oui. Jean-François Derek, alors vous allez débuter en 68, lorsque vous avez une vingtaine d'années, dans la troupe de Georges Lavaudan à Grenoble. Puis, comme toute cette génération, vous décidez de monter à Paris pour vous lancer dans le café-théâtre naissant à cette époque. Et vous dites dans votre spectacle que mai 68, c'était le bon temps. Oh, non, c'est pas le bon temps. Non, mais c'est toujours ces histoires de bon temps, c'était mieux avant, tout ça. Ouais. Ça, sur le moment, on sait pas que ça sera pire plus tard. Donc sur le moment, c'est comme ça en fait. Mais c'est vrai que il y avait une espèce d'explosion de liberté par rapport à ce qu'il y avait avant, quoi. Le côté très strict du général de Gaulle. Mais bon, le bon temps. Non, sur le moment, on sait pas que c'est le bon temps. Et puis on sait pas non plus que, par exemple, 20 ans après, il y aura le sida. Parce que je me suis dit, si j'avais su qu'il y aurait le sida, j'en aurais encore plus profité. Vous allez débuter avec des petits rôles au cinéma dans les années 70, comme dans La 7e compagnie au clair de lune, une comédie française réalisée par Robert Lamoureux, sortie en 77, mais d'abord dans un film de Patrice Lecomte, dans les WC étaient fermés de l'intérieur. Est-ce que vous avez des souvenirs de ces débuts, de ces démarrages, vous qui étiez un enfant timide, où il fallait quand même s'assimiler, pas être trop différent, ces premiers pas? Il vous reste des brilles de souvenirs? Au cinéma, non, pas tellement, parce que bon, c'était des petits rôles, en fait, hein, c'était pas très intéressant. Mais j'ai plus de souvenirs du café-théâtre, par exemple. Ouais. Par vous exemple, en gardez quoi? Par exemple, que le premier café-théâtre où j'étais allé, c'était le café-théâtre qui était à la mode à l'époque. Ça s'appelait La Vieille Grille. Alors, il y avait plein de gens qui avaient démarré là, comment il s'appelait, j'ai oublié son nom. Bon, bref, un chanteur Higelin, par exemple, ce genre de gens. Voilà, Jacques Higelin. Et comme mon père était un grand joueur d'échecs, le patron de ce café-théâtre, il avait entendu parler de mon père. Il m'avait dit, je te prends, mais si ton père vient faire une partie avec moi.
Et ça c'est amusant de voir l'influence justement de vos parents. On va encore y revenir dans un instant. J'ai envie qu'on progresse. Vous allez vous faire remarquer surtout à la télévision, dans le théâtre de Bouvard en 82. Un extrait que j'avais envie quand même de faire découvrir, où vous êtes sobre, mais vous jouez le pilier de bistrot. Pour qui sont ces 6 saucissons secs? Pour le chasseur qui s'est chassé sans son chien. Voici maintenant le même dialogue enregistré quelques heures plus tard. Alors ça, j'étais obligée de le diffuser, je l'ai écouté, on a beaucoup ri, et puis il y a quelqu'un dans les studios qui m'a dit « Ah mais oui, mais ça on s'en souvient très bien ». Vous ferez aussi connaître dans La Classe, bien sûr, de Fabrice, et en duo avec Guy Lecluise, créé par Guy Lux, puis plus tard, au début des années 2000, en tant que chroniqueur avec Laurent Ruquier, dont on a tout essayé, avant de rejoindre NT1 dans Derek fait son intéressant. Pourquoi on ne vous voit plus à la télé, Jean-François Derek? Oh mais la télé... Ou même à la radio. Alors la télé, à la radio, on m'écoute. Oui. On écoute. Non, mais on me voit pas parce que vous savez. Maintenant tout est filmé, hein, je me permets. Ah oui, c'est là, vrai, on c'est nous vrai, voit. c'est vrai, exact. On me voit là. Oui. Oh la vache. Juste là, on vous voit. Ah ouais, d'accord. Il faut que je mette mon chapeau alors. Allez, mettez votre chapeau avec plaisir. Laurent Ruquier ne vous a pas proposé les grosses têtes, par exemple? La télé, en ce qui me concerne, ça a été un épiphénomène. Hein. Enfin, d'ailleurs, pour tous les comiques, on utilise la télé pour se faire connaître, et puis après on s'en sert pour faire de la scène, mais. Bon, la télé, j'ai fait 4 émissions en fait. Hein. J'ai fait, comme vous l'avez dit, le théâtre de Bouvard, La Classe, avec Ruquier. Bon, sur NT1, mais c'était assez confidentiel. Et puis une autre émission, je sais plus ce que c'était. En fait, les émissions comiques intéressantes, il n'y en avait pas beaucoup. Depuis 40 ans, il y avait ces 4-là, plus peut-être les nuls, et 2-3 comme ça. Donc en fait, j'en ai fait 4 sur 5 ou 6. Il y a une très grande émission de Laurent Ruquier, où il y avait plein d'humoristes. Voilà, et donc, oui, mais ça, c'était une autre génération. Oui, c'est une autre génération, c'est arrivé encore après. Mais vous êtes encore là, Jean-François Derek. On a quand même envie peut-être de vous entendre justement dans les grosses têtes de Laurent Ruquier, où il y a plein d'humoristes qui justement viennent, et pas que des humoristes d'ailleurs. On pourrait vous entendre plus. Ah bah oui, mais moi c'est pas moi qui fais la programmation. Hein. Donc on vient pas forcément vous chercher ni penser à vous pour des émissions. Non, mais de ce c'est genre. pas. Si on vient me chercher, je le ferai. Mais enfin bon, comme je vous ai dit, c'était plutôt comment dire, j'ai fait tout ça par réfraction en fait. Si vous voulez. Voilà, des tremplins, j'ai fait de la télé par réfraction en fait. Hein. Et justement, alors dans le même temps, vous êtes sur scène, c'est l'objectif, bien sûr. Vous allez inventer ce personnage, celui de Gérard Bouchard, l'homme au bonnet rouge, qui était censé être un homme un peu naïf, simplet, qui a peut-être un peu nourri le personnage de Gad Elmaleh avec ses prospectus au téléphone pour les plus jeunes générations qui nous écoutent. Et il y a votre sketch fétiche, la messagerie rose, on s'en souvient. Bonjour. Mademoiselle. Tu es chez Déborah. Bonjour Déborah. Je suis contente que tu appelles. J'ai déjà très envie de toi, tu sais. Ah bon, déjà? Ce serveur est exclusivement réservé aux adultes. Si tu n'es pas majeur, raccroche immédiatement après le bip. Attendez, j'ai pas compris. Tu n'as pas raccroché. Ah non. Tu es donc majeur. Ah bah oui. Je vais être très gentille avec toi. Détends-toi. Veux-tu que je te fasse oublier tous tes soucis? Veux-tu connaître l'amour et la tendresse? Oh bah évidemment, oui. L'ivresse du désir. Oh bah aussi, oui. Le summum du plaisir. Ah bah parce que vous faites ça aussi alors? Oh bah alors oui. tape tout d'abord les 16 chiffres de ta carte de crédit sur ton clavier. D'accord. Ce personnage, vous allez le jouer plus de 300 fois. Gérard Bouchard au Palais des Glaces, puis dans Gérard Bouchard le retour. Et puis finalement, vous ne l'avez pas forcément gardé, Jean-François Derek. Vous avez fait évoluer d'autres choses. Vous êtes arrivé au théâtre aussi. Le théâtre est venu vous chercher. Oui. Bah, c'est-à-dire que vous savez, le comique, ça a une durée de vie assez limitée malheureusement. Hein. Et puis il y a des choses qu'on fait quand on est plus jeune. Bon, ce personnage un peu, c'est malheureux, mais c'est comme ça, hein, ce personnage un peu naïf, un peu bêta. Bon, maintenant, si je fais ça, ça sera un peu pathétique, peut-être. Oui. Ça reste votre patte, en tout cas, enfin, et c'est un personnage mythique dans votre carrière. Vous allez migrer alors au théâtre, jouer dans plusieurs pièces, une 50aine de téléfilms, une 50aine de films également. Vous allez également écrire un scénario pour Patrick Chenet.
Ah oui, exact, oui, Hein, oui. qui Oui, s'appelle oui. Celui qu'on attendait, sorti en 2016. Là, on va parler de votre spectacle et j'ai envie de vous demander si justement vous n'avez pas envie d'adapter ce personnage au cinéma ou en film ou en téléfilm. Ah oui, mais alors ça, le problème, c'est que c'est pas moi qui vais décider. Il faut qu'il y ait un... C'est une proposition que vous pouvez Que vous faire. me faites ? Moi, j'aimerais beaucoup. Et si j'avais les moyens, ce serait avec grand plaisir. Mais on va comprendre pourquoi. Parce que c'est un personnage qui, à mon avis, est l'histoire de tout à chacun, en tout cas de certains auditeurs qui nous écoutent. Vous avez écrit plusieurs romans et dont ce livre-là, Le jour où j'ai appris que j'étais juif, est sorti en 2007 chez De Noël. Et donc, ce seul en scène aujourd'hui, mise en scène par Georges Lavaudan, avec qui vous avez donc démarré, on le disait à tout à l'heure. Vous avez joué au Théâtre du Chêne Noir à Avignon, au Théâtre Montparnasse à Paris, et depuis quelques années, vous maintenez ce spectacle-là, qui vous tient à cœur et qui part en tournée. Depuis 2018, en fait, on a dû faire 400 représentations à peu près, donc 4 fois Avignon, et là on va le refaire cette année à la Scala, un nouveau théâtre, très beau théâtre, et en tournée, puis le Théâtre Montparnasse. Et c'est un spectacle très très touchant dont je suis ravie de parler avec vous, Jean-François Derek. Vous mettez beaucoup de vous, de votre identité juive. Vos parents sont mis en lumière de A jusqu'à Z, votre éducation avec en toile de fond. Cette question que je vous pose alors, comment vous avez appris que vous étiez juif ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette petite copine qui m'a vous met la puce à appris, mais l'oreille. pour moi, juif, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je croyais que c'était une maladie. Une tare, un truc comme ça qui faisait qu'on n'était pas comme les autres. Je m'imaginais pas que c'était parce que ni une religion, ni une ethnie, ni quoi que ce soit, parce que les parents faisaient le blackout là-dessus. Jamais on a fait un Shabbat, par exemple. Ouais. C'était un secret d'être juif. Dans notre famille, oui. Dans d'autres familles aussi, je crois. On n'est pas la seule, mais c'était parce que, comme je vous ai dit, mes parents, surtout ma mère d'ailleurs, voulaient absolument s'intégrer, se dissoudre, devenir plus française que les Français. Le père, le père un peu moins, parce que lui, il était, il avait sa vie sociale assez. Le père, c'est votre père ? Oui. Ouais. C'est marrant que vous disiez le père. Le père de famille, pour dire. Ouais. Mais c'est vrai qu'on s'appelait un peu comme ça. Le père et la mère, oui. Un petit extrait. Et les Juifs ont des noms bizarres. Kravzik, Kravzinski, Goldblum, Blumberg, Gluckstein. On dirait qu'ils parlent en vomi. Derek, ça va, c'est breton. C'est ce que je croyais. Je vais trouver ma grande sœur. C'est vrai que je suis juif ? Qui t'a dit ça ? Elle me fait. Non, personne. Ne va jamais raconter ça à maman. Sinon, elle va s'en aller ou se jeter par la fenêtre. À cause de toi. Ma mère se jetait souvent par la fenêtre. Personne ne veut reprendre la bonne purée. Avec du bon foie haché, je me jette par la fenêtre. Ma mère était juive. Je décidai de garder ce secret pour moi. Pour que ma mère ne parte jamais. Et c'est très joliment raconté, évidemment, Jean-François Derek. Vous parlez beaucoup de votre maman dans votre spectacle, votre mère, où vous dites qu'elle rêvait d'être une vraie Française alors que c'était une juive polonaise de l'Aude. Elle rêvait d'être comme tout le monde, elle voulait être comme tout le monde. Oui, elle voulait être grenobloise, elle voulait être française, même plus française que les Français, c'est-à-dire grenobloise. Jusqu'à même vous faire aller au catéchisme. Ah bah oui. C'est-à-dire moi je dois être le seul juif qui est baptisé aussi. Qui est circoncis et baptisé. Circoncis, je l'ai appris bien plus tard. Ouais, vous l'avez compris beaucoup plus tard. Alors, vous n'avez pas de famille, mis à part vos parents et votre frère et votre sœur, mais vous allez vous l'inventer. C'est ce que vous racontez sur scène. Je suis obligé, justement, pour faire comme mes copains, en fait. Et donc, je m'invente des cousins, des cousines, et en même temps, comme j'en avais pas, je me mélangeais un peu les pinceaux. Et j'avais une cousine dont j'étais amoureux, qui était amoureuse de moi, mais qu'on voyait jamais. Donc mes copains trouvaient ça bizarre quand même. Ouais. Donc il fallait que je m'invente pourquoi on la voyait jamais. Je me dire, je vais faire. C'est une exploratrice comme Tintin. Donc un coup elle est au Tibet, un coup elle est au Congo. Enfin bon. Il y a toujours des histoires un peu farfelues qui font que peut-être ils doivent se dire, bon, ils nous racontent. Non, c'était pas du tout farfelu. Dire qu'elle est au Tibet ou des pays quand vous êtes si jeune, c'est pas forcément. C'était une question de vie ou de mort un peu. Pourquoi de vie ou de mort ? Enfin de vie ou de mort. Au sens figuré, parce que sinon, si on découvrait que j'étais que j'avais pas d'origine, pas de famille, que j'étais pas. Mais c'était si grave, les enfants étaient si méchants.
Ils étaient assez méchants, oui. Puis c'était pas tellement... C'était surtout une ambiance générale. Les amis de mes parents, c'est pareil. Eux, je sais pas comment ils faisaient, d'ailleurs, on n'a jamais su, en fait. Hein. Parce qu'en même temps, ils devaient fréquenter des juifs. Alors, quand ils étaient entre eux, ils devaient bien parler de choses dont ils parlaient pas avec nous. Mais on l'a jamais su. Jean-François Derek, vous avez eu plus tard envie de creuser. Vous avez essayé de parler à votre mère, vous avez pris un dictaphone, ou du moins, vous avez essayé de l'enregistrer. Elle n'a jamais rien dit. Et vous êtes parti à Lodz. Alors, c'est vrai, ça? Je suis parti à... Ah oui, alors... Attendez, excusez-moi. Faut que je prenne un verre d'eau. Le chat va passer dans un instant. Vous avez mis, je crois, 20 ans à savoir certaines choses, et c'est grâce à des photos que vous avez pu trouver que vous avez compris. Ah oui, alors ça c'est un peu compliqué, ça. C'est-à-dire que parce que comme mes parents avaient tiré un trait là-dessus et ils savaient pas où leur famille avait disparu en plus. Ouais. Et donc moi j'ai découvert ça parce que il y avait aucune trace, il y avait rien sauf des photos. Et des photos. Un jour, il y avait une photo de la famille enfin, il y avait 5 photos en tout. C'est ça. 5 photos. De votre famille maternelle? Voilà. Maternelle et paternelle. Ouais. Et elles étaient toutes prises sur un fond, d'arbres. On voyait des arbres derrière. Sur toutes les photos, c'était les mêmes arbres. Mais on savait pas où ces photos avaient été prises. Et on savait pas non plus où la famille avait disparu. Et un jour, il y avait le film Shoah qui était diffusé, et quand je rentre, ma femme avait enregistré une séquence. Et elle me dit, j'ai reconnu les arbres. Incroyable. Et en fait, il y avait un témoin qui témoignait comme quoi il avait été un des derniers survivants du ghetto de Lodz. Et l'interview était enregistrée dans un camp d'extermination proche de Lodz, où tous les juifs polonais, où les premiers juifs polonais avaient été exterminés, c'était ceux du ghetto de Lodz. Et quand il parlait, en arrière-plan, il y avait des arbres, et c'était les mêmes arbres. Et c'est comme ça que vous avez compris? Eh ben, c'est comme ça que j'ai compris. Vous avez confronté votre mère à ce moment-là? Ah non, c'était trop tard. Elle était morte depuis longtemps. Oui. Mais c'est bien après mais que c'est comme ça que j'ai compris où ma famille avait été exterminée. Donc, c'était une façon de retrouver des racines. On y revient dans un instant avec vous, Jean-François Derek. On continue cette émission pour votre spectacle Le jour où j'ai appris que j'étais juif en tournée. Dans un instant, également, nos chroniqueurs nous rejoignent. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, le rappel des titres avec Alexandra Sénigou. Rebonjour Alexandra. Rebonjour Cyrielle. À la une de l'actualité en France, le gouvernement utilise le 49.3 pour faire passer le texte sur la réforme des retraites en force. Le vote n'aura pas lieu à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a sans doute jugé que le vote était trop juste à quelques voix près. La gauche dénonce une humiliation du travail des parlementaires et un déni de démocratie. La première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée il y a quelques minutes devant un hémicycle déchaîné. Elle va engager la responsabilité du gouvernement. En Israël, nouvelle journée de grande mobilisation contre le plan de réforme judiciaire. 10 manifestants ont déjà été arrêtés par la police. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, dénonce la violence des autorités envers les manifestants à Tel Aviv. Ils ont été aspergés de gaz au poivre. Les principales artères du pays sont toujours bloquées par les cortèges. Diplomatie, Benjamin Netanyahou poursuit sa visite en Allemagne aux côtés du chancelier Olaf Scholz. Lors d'une conférence de presse cet après-midi, le chancelier s'est dit inquiet de la réforme judiciaire israélienne. Sur la question du nucléaire iranien, Benjamin Netanyahou a réaffirmé son engagement contre l'armement de Téhéran. La guerre en Ukraine, Moscou veut récupérer le drone américain qu'elle est accusée d'avoir percuté en mer Noire. Washington annonce de son côté enquêter sur les motivations du Kremlin dans cet incident.
Merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Jean-François Derek pour son spectacle Le jour où j'ai appris que j'étais juif, en tournée avec mes chroniqueurs qui le rejoignent sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour Evital. Bonjour, Boker Tov, Shalom Ilana. On vous retrouve tous les matins à 6h47. Et oui, Ken, avec Mila, le mot du jour, Mila Beyom. Un cours d'hébreu à l'Ulpan Écuge, info sur écuge.fr. Alors c'est comment avec vos nouveaux appareils? Wow, j'entends parfaitement. Et je vous rappelle qu'ils sont à moins 40%. Quoi, vous dites? Vous avez moins 40% chez Optical Center. Mais si, alors j'ai bien entendu. Et vous avez d'autres bonnes nouvelles? On vous offre une paire de lunettes à votre vue. Wow, ça marche vraiment super. Allez-y, parlez encore. Et ça marche aussi sur les verres progressifs. Ça s'arrête jamais ce truc. Alors on les choisit ces lunettes? Ici? Maintenant. Oh, vous m'êtes très sympathique. C'est réciproque. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre audition, vos appareils auditifs sont à moins 40% et on vous offre une paire de lunettes à votre vue, même en progressif. Valable du 1er janvier au 30 novembre 2023. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Vous écoutez Radio J. Radio J. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité Jean-François Derek pour son spectacle Le jour où j'ai appris que j'étais juif, un spectacle en tournée. La question que j'ai envie de vous poser, évidemment Jean-François Derek, après avoir évoqué tout cela, votre enfance, la manière dont vous avez appris que vous étiez juif, quel genre de juif vous vous sentez aujourd'hui? Ah alors là, vous avez combien? 2-3 heures? J'ai 2-3 minutes, mais je pense qu'on va réussir à en parler ensemble. C'est-à-dire, j'ai le cul entre deux chaises, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai jamais été élevé dans... Alors, j'ai jamais été élevé dans la religion, mais fondamentalement, je me sens juif. Pour moi, le juif, d'ailleurs, c'est plus la philosophie, enfin l'état d'esprit général que m'a inculqué mon père, en fait. Hein. L'humour juif, pour moi, ma religion, c'est l'humour juif. Alors l'humour juif, comme vous le savez sans doute aussi bien que moi, sinon mieux, c'est pas juste raconter des blagues, c'est une philosophie de l'existence. C'est quoi pour vous cette philosophie de l'existence, Jean-François Derek? Alors voilà, ça c'est une phrase que m'avait dit mon père. M'avait dit, l'imbécile vient avec ses réponses, l'homme sage vient avec ses questions. C'est-à-dire, c'est des questions et des questions qui répondent à d'autres questions. Et donc c'est le questionnement, c'est le doute. Oui, c'est ça. Le fait de se remettre en question toujours. Oui, c'est la seule religion où on n'est pas obligé de croire en Dieu, en fait. Hein. C'est ce qu'il me disait mon père. Votre père, justement, il disait, pour nous les Juifs, il n'y a qu'un seul Dieu et on n'y croit pas. Voilà. Tout est dit. Ouais. Et vous, est-ce que vous y croyez? Je peux pas dire que je crois à un dieu, genre une espèce d'entité supérieure qui a tout construit, qui a tout fabriqué, mais dans le doute. Bon, dans le doute, finalement, il vaut mieux. Hein. C'est ce qu'on dit souvent, évidemment. Alors plus tard, vous allez découvrir des Juifs qui ressemblent à des Arabes. Vous dites, ils mangent du couscous avec une mer en 3D. J'ai énormément ri en entendant ça dans votre spectacle, bien sûr avec beaucoup d'humour juif. Vous dites que aussi le principe des Juifs, c'est qu'ils ne sont jamais d'accord. Ah oui.
Non, mais alors sur les, si vous me permettez, sur les juifs qui ressemblent à des arabes, parce qu'il veut dire qu'à Grenoble, les juifs qu'il y avait, c'était que des juifs d'Europe de l'Est, que des ashkénazes. Ah oui. Je savais même pas que ça existait, des juifs, des séfarades. Le mot, j'avais jamais entendu. C'est qu'en arrivant à Paris, j'ai commencé à rencontrer, à être un peu plus ouvert et tout, et effectivement, j'ai été très surpris de voir des gens qui avaient des noms parce que chez moi il y avait plus de ski. Il y avait plus de ski, il y avait plus de Stein, il y avait plus de Feld, il y avait plus de choses comme ça. Il y avait des Ben Amou, Ben Guigui, des noms comme ça qui faisaient plus arabe. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprenais rien du tout. Vous allez alors découvrir les fêtes juives grâce à un ami à vous juif sur Kippour. Vous répondez pour qui? Humour juif oblige. Il vous promet de découvrir les plus belles filles juives à la synagogue. Et alors là, vous allez découvrir. C'était son argument, parce qu'il voulait me faire aller à la synagogue. Je lui ai dit, attends, mais je vais me faire. Moi, j'avais peur d'être montré du doigt comme étant un faux juif, qui n'a rien à faire ici. Il connaissait pas les prières, il connaît rien. Et son argument, c'était, tu verras les plus belles filles de Paris. Moi, j'ai dit d'accord. C'était un bon argument. Et alors, vous allez découvrir la kippa. Ah oui. C'est un choc, ça, pour vous? Ah bah oui, parce que je vois que, alors pareil, il m'amène à la synagogue, et qu'est-ce que je vois? Tous les types, les hommes, avaient une espèce de petite coupelle comme ça sur la tête. Je me dis, tiens, pourquoi ils ont ça? Et lui aussi, il en avait une. Et il m'en donne une. Ah, je me dis, mais c'est un coup monté, ils veulent me mettre ce truc-là sur la tête. Non, d'abord, je vois que j'étais le seul à pas en avoir. Et je me dis, mais il faut que je me tire, je vais me faire repérer, il faut que je me sauve et tout. Et il en sort une de sa poche, il me la met sur le crâne. Mais vous allez faire tout l'inverse finalement, Jean-François Derek, parce que vous ne savez pas lire l'hébreu, mais vous vous sentez juif, certes, voilà. Juif amateur comme vous dites, mais vous avez une envie de vous professionnaliser. Oui, mais j'y suis pas arrivé en fait, parce que par exemple quand le livre est sorti, que ça a eu un certain succès tout ça, et alors effectivement il y a plein de camarades à moi, enfin des amis à moi qui ont voulu me mettre dans le droit chemin, si on peut dire. C'est-à-dire m'amener à la synagogue, tout ça, mais j'étais comme un truc, je voyais tous ces trucs écrits avec des virgules, j'y comprenais rien du tout, les prières j'y connaissais rien, donc je me sentais encore moins juif presque que ce que j'imaginais que je pouvais être juif, vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'avais plus mes parents qui me mettaient quand même une espèce de petite protection. Et là, j'étais tout seul. D'autant plus que les juifs que je connaissais, alors bizarrement, les juifs que je connaissais, mes amis juifs, même maintenant d'ailleurs, c'est beaucoup plus des séfarades en fait. Et donc, comme je dis d'ailleurs un truc, c'est que je suis juif, je suis ashkénaze 100%, sauf pour la bouffe. Ouais. Là, là, vous êtes séfarade dans l'assiette, avec la découverte des boulettes et tout le reste, évidemment. Voilà. Vous en parlez dans votre spectacle, c'est remarquable. Jean-François Derek, on passe un très bon moment avec vous. Et je recommande donc à nos auditeurs de venir à Avignon, vous voir évidemment. Il y a une prochaine date pour les gens qui peuvent se retrouver à Périgueux, c'est le 29 mars. Vous allez rejoindre ensuite la Belgique, la Suisse, le Canada. Fort à parier que peut-être ce spectacle revienne sur Paris. En tout cas, moi, je l'espère, évidemment, et on aura le plaisir de vous revoir, j'espère, pour reparler de ça une nouvelle fois. Dans cette partie d'émission, on découvre toute la culture du moment ou d'avant, selon vos goûts, et tout de suite, on parle théâtre. D'accord. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Et on part au théâtre avec vous et Mascali pour découvrir une pièce que vous avez anticipée, j'ai envie de dire, et que notre invité Jean-François Derek avait mis sur sa liste et qu'il a envie, j'imagine, d'entendre dans vos mots. Vous êtes vraiment très gentil. Bonjour Cyrielle. Bonjour Jean-François Derek. Alors oui, en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une pièce que vous avez jouée, je crois. Il s'agit du Roi Lear. Oh là là, oui, je l'ai joué il y a très très longtemps. Oui. De Shakespeare, et elle vient d'être reprise en fait à la Comédie Française, et on peut également aller la voir au cinéma depuis début mars. Et pour la petite histoire, ça paraît étonnant, je ne sais pas si vous le savez Jean-François Derek, mais le Roi Lear n'avait pas été représenté à la Comédie Française depuis plus de 2 siècles. Et c'est dans la version de Thomas Ostermeyer, qui est un metteur en scène assez iconoclaste, que le souverain fait ses premiers pas dans la grande maison. Et alors on va rentrer dans ses premiers pas pour découvrir l'histoire. Tout à fait. Alors l'histoire, c'est l'histoire du Roi Lear qui devient vieux et qui souhaite abandonner son trône pour se retirer, et donc il exige de ses 3 filles qu'elles lui disent combien elle l'aime.
pour qu'ils puissent ensuite diviser un petit peu l'héritage entre elles. Et donc, ses deux filles aînées, évidemment, le flattent, mais avec des mots un peu vides, dénués de sens. Et sa plus jeune fille, Cordelia, refuse de se plier à ce petit jeu. Donc le roi décide de l'envoyer en France se marier au roi de France, et donc il la déshérite. Évidemment, les sœurs aînées en profitent, elles se jouent de la faiblesse du roi qui est vieillissant, et elles prennent le pouvoir sur lui. Alors pour la petite histoire, cette pièce, elle a longtemps été considérée comme très sombre pour une représentation théâtrale, et elle a été mise en scène pour la première fois en 1606, mais c'est certainement parce qu'elle était trop sombre qu'on ne l'avait pas vue en fait à la Comédie Française. Et pourtant, Victor Hugo disait du Roi Lear qu'il aimait particulièrement la construction inouïe de cette pièce et que c'était l'une des tragédies de la maturité de Shakespeare et qu'elle avait une dimension évidemment mythique extrêmement importante. Et c'est ce qu'on retrouve dans la mise en scène de Ostermeyer. Et donc, cette mise en scène de cette pièce de Shakespeare, elle situe l'action en fait dans un beau et inquiétant paysage de lande qui est voilé de brume. Et pour symboliser un petit peu les lieux, en fait, on retrouve un cadre lumineux qui représente le château du Roi Lear. Alors, il y a également un écran vidéo en forme de bannière sur lequel s'incruste une impressionnante tempête, et puis on a deux trompettistes qui viennent jouer un certain nombre de choses. Et un petit peu comme dans La Nuit des Rois, si vous voulez, on a dans cette mise en scène de la Comédie Française, en fait, une passerelle qui relie la scène à l'orchestre. Et l'acteur qui joue le Roi Lear dans cette version, c'est Denis Podalides. Ah, bah oui, alors là... extraordinaire. Ouais. Il excelle, en fait, on dirait un vieux roi comme ça, incestueux, qui alterne entre colère et divagation, et ça donne l'impression, en fait, d'un enfant gâté, un peu capricieux, qui s'accroche même au pouvoir, et qui est finalement, en même temps, en train de mettre à distance ses émotions. Et ce qui est intéressant dans cette version-là, du Roi Lear, c'est qu'on a l'impression, en fait, d'être plus un petit peu dans Le Roi se meurt de Ionesco, ou dans En attendant Godot. Il y a comme une incommunicabilité entre les êtres, et on a l'impression, en fait, qu'il y a une forme d'espoir qui est déçu. On a un sentiment d'accablement, peut-être probablement celui de l'existence, qui fraye avec l'angoisse morne, despotique, qui planterait son crâne incliné sur nos... Oui. Je me suis trompée. Excusez-moi. Je suis donc c'est assez sombre. Assez sombre comme pièce, on l'a bien compris. Je crois, pour finir, Emma, qu'il y a une petite anecdote à ce propos concernant une des adaptations au cinéma que vous teniez à nous expliquer. Oui, en fait, en 1986, en fait, Jean-Luc Godard est fasciné par la pièce et il décide, en fait, d'en faire une adaptation. Et ça marche assez vite puisqu'on lui signe en fait cette adaptation et il doit rendre le film pour l'année suivante au Festival de Cannes. Évidemment, il tient ses délais, le film est diffusé, mais les critiques sont tellement mauvaises qu'en fait, il ne sera pas diffusé au Festival de Cannes l'année suivante. Et donc, il faudra attendre 2002, soit 15 ans plus tard, pour que le film de Jean-Luc Godard sur le Roi Lear, en fait, soit diffusé. Et moi, je me suis dit... pourquoi est-ce qu'elles étaient si mauvaises, ces critiques ? Est-ce que c'est pas le sujet de la pièce qui fait que finalement on a tellement du mal en fait à la mettre sur scène ? Et est-ce que c'est pas finalement cette raison-là qui a fait que ça n'est qu'aujourd'hui que la Comédie Française le joue ? Et donc on peut aujourd'hui également le voir au cinéma. Exactement, au cinéma et à la Comédie Française en ce moment même. Merci beaucoup Emma Scali. Tout de suite la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-François. Bonjour. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. On commence en musique avec du rock britannique, votre style préféré. Et l'un de vos groupes favoris, c'est Led Zeppelin. Alors Led Zeppelin, un nom choisi par le groupe pour des raisons assez savoureuses. Nous sommes dans les années 1960. Jimmy Page est l'un des guitaristes studio les plus prisés de Londres. Pour la petite anecdote, c'est lui qui joue de la guitare dans La poupée qui fait non de Michel Polnareff. Et donc en 66,
Jimmy Page, il veut fonder son propre groupe, lassé d'être un guitariste de l'ombre. Il propose à Keith Moon, le batteur des Who, de le rejoindre, mais ce dernier refuse, lui disant que son projet va s'écraser au sol comme un Zeppelin de plomb, Led Zeppelin en anglais. Tout ça, bien sûr, en référence à la tragédie du Zeppelin d'Hindenburg en 1937, qui s'était écrasé à l'atterrissage. 2 ans plus tard, Jimmy Page, qui a réussi à former le groupe, appelle donc ce dernier Led Zeppelin. Il a juste enlevé le A, comme une sorte de défi au batteur des Who. Tout le monde connaît la suite. Led Zeppelin devient l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps, notamment grâce à la chanson Stairway to Heaven, qu'on peut entendre, qui dure 8 minutes. Stairway to Heaven, le plus grand succès de Led Zeppelin, sorti en 1971, qui à l'époque n'est jamais sorti en single. Ça paraît fou. Le groupe tenait en effet absolument à ce que le public écoute tout l'album. Cette chanson que tout le monde connaît n'est donc jamais sortie en single, sauf maintenant évidemment on peut la télécharger, mais c'est une autre histoire. Alors malheureusement l'aventure Led Zeppelin elle s'arrête prématurément en 80. Le batteur John Bonham Merckx, seulement 32 ans, alors que le groupe est en tournée, il sort pour une soirée bien arrosée durant laquelle il vide une bouteille de vodka. Il parvient à retourner au domicile de Jimmy Page, chez qui il loge, mais la nuit il s'étouffe dans son vomi. Désolé pour les détails. Les 3 autres membres de Led Zeppelin préfèrent alors dissoudre le groupe plutôt que de continuer sans lui, une sorte de preuve de fidélité. S'étouffer dans son vomi, c'est un classique dans les groupes de rock. On va poursuivre avec une chanson que vous pouvez écouter en boucle, Jean-François Derek, et là c'est un tout autre genre. Alors, on change de registre, puisque l'une des chansons que vous dites pouvoir écouter en boucle, c'est Les Passantes de Georges Brassens. Alors elle aussi, cette chanson qui est sortie en 1972, elle a une histoire très émouvante pour le coup, un flashback. Tout commence en 1940. Georges Brassens a 19 ans. Il se rend au marché aux puces et découvre le poème Les Passantes, publié par un certain Antoine Paul en 1918. Alors pour resituer, Antoine Paul, c'était un capitaine d'artillerie pendant la Première Guerre mondiale et il avait l'habitude d'écrire des poèmes quand il était au front. Georges Brassens veut alors mettre ce poème en musique, mais il ne concrétise ce projet que des décennies plus tard, en 1969. Souhaitant enregistrer la chanson, il se met alors en quête de retrouver ce fameux Antoine Paul, qui est encore vivant, pour lui demander son autorisation. Problème, personne ne peut renseigner Georges Brassens, on ne sait pas où habite cet Antoine Paul. Finalement, en 1970, Georges Brassens parvient à retrouver la trace d'Antoine Paul. Les 2 hommes ne se sont pas encore rencontrés, mais Antoine Paul écrit une lettre à Georges Brassens en décembre 1970, une lettre dans laquelle il autorise Brassens à mettre son poème en chanson. Quelques mois plus tard, en avril 1971, Georges Brassens demande à rencontrer Antoine Paul pour lui faire écouter cette chanson en avant-première. Oui, mais voilà, la vie est parfois tragique. Antoine Paul meurt 2 mois plus tard, le 21 juin 1971, à 82 ans, avant que la rencontre ait pu avoir lieu entre les 2 hommes et avant d'avoir pu écouter la chanson. Une chanson qui sortira finalement en 1972 sur l'album Fernande. Est-ce que vous connaissiez cette anecdote ? Ah non, pas du tout. D'ailleurs, je croyais que c'était les paroles d'un poète qui s'appelait Paul Fort. Mais non, manifestement, non, c'est pas ça. Paul. Ah oui, je connaissais pas du tout. Et je me demande si ce monsieur Paul n'est pas de la famille de l'actrice Alice Paul, justement. Alors ça s'écrit P-O-L. Oui, exactement, ça s'écrit de la même manière pour Alice Paul. Alors, et j'étais en train de chercher pendant que vous étiez à l'antenne. Mais je serais curieuse parce que justement, il y a le service militaire, etc., qui rentre un peu dedans. Donc voilà, c'est une question en suspens. On y reviendra évidemment dans cette émission. En attendant, on va terminer avec de la littérature et un auteur ou une auteure que vous aimez, qui vous a profondément déçu, Jean-François Derek. Oui, je voulais l'évoquer. Il s'agit de Virginie Despentes, ancienne membre de l'Académie Concours, auteur à succès grâce notamment à ses livres Baise-moi, Les Jolies Choses ou encore Venon Subutex, qui ont été adaptés au cinéma ou en série. Alors oui, mais voilà, cette romancière, vous dites l'avoir rayée de votre liste, Jean-François Derek, depuis qu'elle a pris la défense des terroristes de Charlie Hebdo. On rappelle en effet que le 17 janvier 2015, seulement 10 jours après les massacres de Charlie Hebdo, elle avait déclaré dans Les Incorruptibles: « J'ai été Charlie, mais j'ai été aussi les gars qui entrent avec leurs armes, qui avaient décidé de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Je les ai aimés dans leur désespoir, je les ai aimés dans leur maladresse. » Alors des mots, pour moi, je ne m'engage que moi, que je trouve purement scandaleux et qui ne sont ni plus ni moins que de l'apologie du terrorisme. Il est d'ailleurs très curieux qu'à une époque où on cloue certaines personnalités au pilori pour
pour un mot de travers, eh bien, elle ait pu sortir son dernier livre comme si de rien n'était. On rappelle en effet que son dernier roman, Cher connard, est paru en 2022 aux éditions Grasset. Alors Cher connard, ça n'engage que moi, on ne sait pas à qui elle s'adresse, peut-être à elle-même. En tout cas, vous dites lui avoir écrit, Jean-François Derek. Vous êtes vindicatif, cher Jérôme Boulon. Jamais reçu de réponse. Alors je vous demanderai donc, pour terminer cette chronique, ce que vous lui avez écrit et pourquoi est-ce que vous attendez comme réponse? Ah non, mais j'attendais pas de réponse. Je lui avais juste écrit que j'avais beaucoup aimé ses premiers romans. Enfin, je lui avais écrit chez son éditeur que j'avais beaucoup aimé ses premiers romans, mais que depuis ça, je la rayais de ma liste des auteurs. Donc qu'elle ne me considère plus comme un lecteur. Bon, mais elle m'a jamais répondu, ce qui prouve que l'humour, c'est pas sa spécialité. Alors, c'est plus des substances un peu étranges. Bon, hein. Vous avez raison, Cyrielle, je suis peut-être un peu vindicatif, mais voilà, dimanche, on va notamment célébrer ou commémorer le drame de la tuerie de Toulouse, de Mohamed Merah. Donc c'est vrai que quand on entend un auteur faire de l'apologie du terrorisme, bon, c'est quelque chose qui est quand même difficile à comprendre. On est bien d'accord. Et surtout ce que vous dites, il y a quand même 2 poids 2 mesures, hein, selon... c'est ça qui est surprenant. Voilà, oui, c'est surprenant. On a vu des artistes cloués au pilori pour beaucoup moins que ça. Oui. Merci beaucoup, merci pour votre avis sur Virginie Despentes. Si elle veut nous répondre, ce sera avec un grand plaisir. Est-ce que je peux vous dire une chose? Tout à l'heure, vous me demandiez quel genre de juif j'étais. Bon, comme j'ai un peu l'esprit d'escalier. Ça vous fait travailler. Oui. Non, mais je me suis rappelé d'un vieux proverbe juif qui est un très beau proverbe qui est: les parents ne peuvent céder à leurs enfants que 2 choses, des racines et des ailes. Vous connaissez ce proverbe peut-être? Et donc moi, effectivement, j'ai pas eu de racines, mais par mes parents, j'ai eu des ailes. Ça, c'est très beau, c'est très touchant. Merci Jean-François Derek. Tout de suite, on va sourire ensemble. C'est le coup de fourchette avec Sam Beribi qui vous croque sur Radio J. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilaté. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Sam. Bonjour Cyrielle. Bonjour Jean-François. Ça va? Bonjour, ça va bien. Je vous laisse boire, je vais pas vous... Non, mais ça va. Ça va. Alors, qui dit coup de fourchette dit plat. Votre plat préféré, vous en avez pas mal, J'en ai pas mal, oui. Pommes de terre, poulet rôti. Pommes de terre, salade de pommes de terre de ma femme. Ah oui. Donc comme vous dites, 100% ashkénaze, nourriture 100% séfarade. Voilà, exact. Mais bravo, parce que généralement les séfarades ils veulent manger que de la nourriture séfarade et les ashkénazes que ashkénaze. Donc je vous dis bravo pour ça. Bravo. C'est vrai que c'est une prise de position. Vous avez déjà vu un séfarade qui mange des Kleindoor ou du gefilte fish? Non, mais je vois que vous avez... ils sont malades généralement. Vous avez jamais essayé de manger de la nourriture ashkénaze? Si, moi j'en mange. J'en mange. Non, vrai, j'aime bien en plus Kleindoor. Ah oui, il y a des... Quand je suis malade, j'en mange. Voilà, c'est ça, c'est nourriture pour malade un peu. Alors, je voulais vous demander, vous êtes content d'être là? Très bien. À la radio? Je vous demande ça parce que je sais que vous préférez la radio à la télé. J'ai lu ça parce qu'il y a moins de pression et vous n'êtes pas obligé de vous maquiller. Moi je suis un peu... Vous savez le nombre d'émissions télé que j'ai refusé moi à cause de... Moi je préfère être à la radio. À la fin je vais faire des chroniques sur France 2 moi. Je vous explique. Vous avez raison Quoique vous savez que faire des chroniques sur Radio J, c'est plus récent que de passer chez Michel Drucker. T'as toujours à tous les coups un oncle éloigné qui t'écoute. Je t'explique, à la moindre blague ratée, ça fait le tour de la famille. Et il te dit à n'importe quelle occasion, tu sais, c'est le genre d'oncle qui te dit à n'importe quelle occasion: fais-nous rire Samuel, vas-y fais-nous une blague. Tonton, c'est pas le bon moment là, mais vas-y fais-nous la chronique que t'as fait chez Cyrielle, c'est très simple. Tonton, on est à un enterrement là, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Ça a dû vous arriver vous qu'on vous demande de faire rire des gens à des moments inopportuns. Ah bah oui, même l'autre jour, j'achète un journal au kiosque et je dis je voudrais le Parisien, ça fait 1,20€, merci, au revoir. Le mec il me dit dis non, vous êtes plus marrant à la télé. C'est que les humoristes, on demande, c'est vrai, c'est fatigant un peu. C'est bon, mais. Non mais c'est normal, il y a pire, c'est quand vous ne demandez rien. C'est vrai. En tout cas, je voulais profiter de cette chronique pour dire que je suis content d'habiter en France, d'être français. C'est un pays incroyable. C'est le seul pays où si t'arrives en retard au travail, tu peux dire j'ai été bloqué par des sacs poubelles dans la rue, je te jure j'ai dû faire un détour. Non mais Par contre il y a des gens à qui on pense pas assez dans cette histoire de grève, c'est les touristes. Les pauvres, ça fait 1 an qu'ils ont pris leur billet. Paris, c'est la plus belle ville du monde, beautiful city et tout. Ils sont là, ils sont contents, ils arrivent, une décharge de poubelles, t'imagines? Moi j'ai un ami israélien, il s'est vénère. Il m'a dit Samuel, je suis venu de Tel Aviv, comment ils font Shabbat les éboueurs ou quoi, tu vois? Moi j'ai dit attends, je vais expliquer, tu vois, c'est la grève, c'est les retraites, c'est pas facile. Putain, les Français, ils sont fainéants, nous les Israéliens, on est barrés au rail. Ils te répètent barrés au rail. Ils sont toujours énervés les Israéliens. Les Israéliens toujours énervés. Vous avez déjà demandé votre chemin en Israël? Yachar, ils sont toujours énervés. Non franchement, c'est pour ça que je vais finir cette chronique là-dessus. Je suis content d'habiter en France. Donc vraiment, voilà. Je voulais dire sur ça. Et voilà. En tout cas.
Et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre spectacle. Merci. Voilà. Et merci à vous, Sam Bérébi avec un Y à retrouver dans plusieurs comédie clubs parisiens, sur les réseaux sociaux évidemment, et puis sur Instagram et sur radioj.fr, toutes les plateformes d'écoute de l'émission. À jeudi prochain sur Radio J. Vous restez encore avec nous évidemment, on revient dans un instant, juste après le journal de l'information, et vous retrouverez bien sûr le portrait de notre invité, notre séquence tac au tac, à votre santé avec le docteur Serge Rafal. Restez avec nous, on revient dans quelques secondes sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Vos placards débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Ne les jetez pas. Donnez-les à Coupe à Taïr et aidez les plus démunis. Pour donner facilement vos vêtements, déposez-les dans une de nos boutiques, dans nos containers ou lors de nos collectes fixes dans les communautés. Vous pouvez aussi organiser une collecte à domicile. Envoyez simplement un message WhatsApp au 0800 525 523 et nous vous enverrons un formulaire à remplir. Visitez notre site web coupeataïr.com ou contactez-nous au 0800 525 523 0800 525 523. Radio J. Radio J. Radio Montez le son. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Et 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite le journal de l'information avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Cyrielle. À la une de l'actualité en Israël, nouvelle journée de grande mobilisation contre le plan de réforme judiciaire. 10 manifestants ont déjà été arrêtés. Le chef de l'opposition Yair Lapid dénonce la violence de la police envers les manifestants à Tel Aviv qui ont été aspergés de gaz au poivre. 150 manifestations se déroulent en ce moment dans tout le pays. Les manifestants bloquent les principales artères et certains se sont rassemblés devant les domiciles de plusieurs responsables du gouvernement israélien. Après le rejet par le gouvernement de sa proposition de compromis sur la réforme judiciaire, justement, le président de l'État, Yitzhak Herzog, répond aux critiques de Bezalel Smotrich. Il a indiqué que cette proposition n'était que le début d'une discussion avec la coalition. L'opposition soutient quant à elle le compromis du président. Le député Benny Gantz souligne notamment la nécessité du dialogue. Le président de l'État a compris l'urgence du moment. Le plan du président n'est pas le plan dont je rêve, mais il protège les bases de la démocratie. Par conséquent, le camp de l'État, et je le dis encore aujourd'hui à la coalition, arrêtez-vous et nous parlerons sur sa base. Cela peut être et doit être le début du dialogue. C'est interdit de fermer la porte. Si vous amenez le plan en bloc, les 12 députés du Parti de l'Unité nationale sont garantis. Malheureusement, le gouvernement a été pris en otage par des éléments extrémistes. Le député de l'opposition, Benny Gantz. Pendant ce temps-là, Benjamin Netanyahou poursuit sa visite en Allemagne aux côtés du chancelier Olaf Scholz. Lors d'une conférence de presse cet après-midi, Olaf Scholz s'est dit inquiet de la réforme judiciaire israélienne. Le Premier ministre israélien a insisté sur le fait qu'Israël est et restera une démocratie libérale alors que le chancelier allemand l'exhorte à examiner la proposition de réforme alternative d'Yitzhak Herzog. Au chapitre sécuritaire, des échanges de tirs sont en ce moment en cours entre Tsahal et des Palestiniens à Jenin. 3 terroristes palestiniens auraient été touchés, neutralisés. L'un d'eux était la cible de l'opération. Il s'agit d'un membre du djihad islamique et proche du terroriste qui a tué 3 Israéliens lors d'une attaque à Tel Aviv en 2022. Par ailleurs, 8 Palestiniens suspectés de préparer des attentats en Israël ont été arrêtés cette nuit. C'était lors d'un nouveau raid de Tsahal en Judée Samarie. Les soldats israéliens qui ont également sécurisé
autorisé l'entrée de fidèles juifs au tombeau de Joseph cette nuit. Ils ont reçu des pneus et des explosifs lors de l'opération. L'actualité en France, c'est la réforme des retraites. Le gouvernement utilise le 49.3 pour faire passer le texte en force. Le vote de l'Assemblée nationale n'aura pas lieu. Emmanuel Macron a sans doute jugé que le vote était trop juste, à quelques voix près. La gauche dénonce une humiliation du travail des parlementaires et un déni de démocratie. La première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée il y a quelques minutes devant un hémicycle déchaîné. Elle a engagé la responsabilité de son gouvernement. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu. C'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. La première ministre Elisabeth Borne sur BFM TV. Et pour cette nouvelle journée de grève, encore des perturbations à la SNCF. Elle reste en revanche très limitée au niveau de la RATP, bus et métro. Quant à la grève des éboueurs, la préfecture de police annonce des réquisitions d'éboueurs pour des raisons de salubrité publique. Et ce, malgré le refus de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Souveraineté énergétique, les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande ont été auditionnés aujourd'hui devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Ils étaient interrogés ce matin et en début d'après-midi sur les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. L'occasion pour les deux anciens présidents de s'expliquer sur les revirements de la politique nucléaire lors de leur mandat, mais ils ne risquent pas d'être inquiétés. Ils ont été entendus en tant qu'anciens présidents de la République et à ce titre, ils sont irresponsables devant le Parlement. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. D'ailleurs sur notre Facebook Live, Serge Shelley vous remercie pour toutes ces informations en direct. On vous retrouve demain à partir de 14h pour un nouveau journal. En attendant la suite de notre émission avec mon invité Jean-François Derek sur Radio J dans un instant, juste après la pub. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Alors, ces nouvelles lunettes, monsieur Jean. Oh là là, c'est incroyable. Le monde est beau. Papa. Oui, et puis chez Optical Center, la première paire est à moins 40% et la deuxième paire est offerte. Encore plus beau. Attendez, je crois que ça marche plus. Quoi? Ah non, ça va. J'ai juste aperçu mon fils. J'ai eu peur. Tu vois mieux, mais t'es pas devenu plus drôle. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Ils ont aussi des appareils auditifs si tu veux, papa. Hein. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre unique, votre première paire est à moins 40% et la seconde offerte à votre vue, quelle que soit la marque, même en progressif. Valable du 1er janvier au 30 novembre 2023. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. La semaine du judaïsme marocain. Dimanche 19 mars à Créteil, grand concert de musique judéo-andalouse avec la participation d'artistes d'Israël et du Maroc. Charlie, Lior El Malia et Abderrahim Souiri. Billetterie, judaïsmemarocain.fr. Parking gratuit 350 places. La semaine judéo-marocaine est sous le haut patronage de Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, du Concile Vatican II à nos jours, juifs, chrétiens, 60 ans de dialogue. Depuis 6 décennies, une espérance toujours en marche. Ce qu'il faut encore construire entre les juifs et les chrétiens, avec l'analyse de Rafi Marciano, les témoignages d'Ariel Danan, d'Antoine Guggenheim, de Sandra Yerushalmi et de Franck Laroski. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. C'est
Cyrielle Sarah Cohen. Retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Jean-François Derek, pour son spectacle Le jour où j'ai appris que j'étais juif et qui part en tournée. Tout de suite, on va passer à la séquence tac au tac. Jean-François Derek, 10 questions, 10 réponses courtes en 2-3 mots. On tente ça ? Mais si j'ai rien à dire, il faut que je dise quelque chose. Eh ben, on dit Joker. Ah bon, d'accord. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la recette de l'amour, Jean-François Derek ? La recette de l'amour ? Vous voulez dire de la vie à deux ou juste... La vie à deux, de l'amour. La recette de l'amour, d'abord, c'est les mètres carrés. Bah oui, parce que l'amour, c'est extrêmement en fonction des mètres carrés. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire que dans 35 mètres carrés, ça dure moins longtemps que dans 150. Ah oui, ok, vous êtes partisan de ça, d'accord. Et puis après, vous savez, on dit actuellement, oui, il faut communiquer, il faut parler, il faut tout... Non, jamais. Il faut surtout jamais communiquer, jamais parler. Il faut vivre, c'est tout. Il faut garder une part de mystère, c'est ce que vous voulez dire ? Mystère. Une deuxième question, le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ? En ce moment, comme tout le monde, hein, j'ai pas de sujet particulier. Si, alors bon, j'ai les sujets de tout le monde, hein, évidemment, la guerre. Puis alors, ce qui me préoccupe, c'est quand même le wokisme envahissant un peu. Hein. Tout le monde sait ce que c'est, le wokisme. Oui, tout à fait. Si vous pouviez changer, enfin j'espère, en tout cas, si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? De peau ? Oui. Ah malheureusement, je peux pas. Bon, mais imaginons que je puisse complètement changer. Alors, j'essaierai de naître en 1890 et peut-être en Angleterre et d'émigrer à Hollywood. Comme ça, j'aurais peut-être été un grand comique de l'époque du muet. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Le plus beau compliment qu'on puisse me faire en tant qu'individu ou en tant que il y a toujours spectateur. c'est un esprit en escalier, une question sur une question. Je le vois bien. Hein. Écoutez, ce qui vous fait plaisir, Jean-François Derek. Bon en tant qu'homme de spectacle, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est de dire de me dire j'ai été pris par ce que j'ai vu et non pas qu'est-ce que c'était bon, la lumière formidable, vraiment l'émotion. Voilà, c'est l'émotion en fait, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? De plus fou pour une fille, vous voulez dire ? Éventuellement, mais ça peut être pour un enfant, pour un ami, pour un parent. Ah, peut-être je suis allé... mais c'est un peu long à raconter, si. Écoutez, vous avez le temps que vous voulez, prenez-le. Non, parce que c'était il y a longtemps quand je suis arrivé à Paris, donc c'était un bout de temps, et j'avais rencontré une fille et j'étais fou amoureux d'elle, mais c'était une fille assez un peu aventurière comme ça, bon. Et puis un jour, j'apprends qu'elle est partie. Du jour au lendemain, partie. Sans vous prévenir. Sans me prévenir. Et après, j'apprends qu'elle est à Barcelone. Alors je me dis, je prends pas le train parce que c'était cher, ni l'avion encore, c'était le car. Barcelone. Wow. Je me dis, mais Barcelone c'est grand, hein. Oui. Moi je croyais que c'était tout petit, mais c'était très grand. Je me dis, je vais la trouver. Et vous l'avez retrouvée ? Et je l'ai retrouvée sur la place principale de Barcelone. Je me suis dit, je vais mettre un bistrot comme ça pour essayer de réfléchir à comment je vais faire. Et je la vois qui passe. Vous êtes un amoureux alors, Jean-François Derek ? Oh, je l'étais. Maintenant, je suis un vieil amoureux. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est ? La plus belle qualité humaine, c'est de reconnaître ses erreurs. Vos 3 grands plaisirs dans la vie ? À part sexuel, évidemment. Parce que ça compte pas. Ça peut compter pour 1. Oui, alors 1. Ça c'est comme tout le monde. Après, j'aime bien boire un bon vin avec ma femme. Et le 3, 2 bons vins avec ma femme. Donc vous êtes bien un amoureux. Votre surnom, Jean-François Derek ? Mon surnom ? Je me souviens pas. Vous n'en avez pas ? Mais un surnom de maintenant ou quand j'étais petit ? Les deux. Maintenant, non, je me souviens pas, non. Et quand vous étiez petit ? Je me souviens pas non plus, en fait. Votre philosophie de vie, Jean-François Derek ? Ma philosophie de vie, c'est... il y avait une devise d'un explorateur du début du XXe siècle. C'était pourquoi pas. Votre prochain rêve à accomplir ?
Écoutez, les rêves, c'est pour dormir. Hein. C'est une très bonne réponse. Le dernier mot, la dernière phrase que vous aimeriez prononcer. Quand je serai mort ? Juste avant. J'espère dire qu'est-ce qu'on boit. Notre émission continue avec d'autres questions et nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Une première question pour vous, Jean-François Derek. Elle vient d'Anna. Et cette question, est-ce que vous avez un regret dans votre carrière ? Mais je fonctionne pas comme ça, moi, en fait. Donc, je peux pas... Non, le seul regret, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que j'aurais bien voulu être né en 1890 et être un grand comique du muet. Mais à part ça... Un Chaplin. Voilà. Ou Laurel et Hardy. Ou Buster Keaton. Ok, c'est très très bien aussi. Une question de Johanna. Quel est votre plus beau souvenir ? Vous voulez dire dans la vie ou comme artiste ? Comme artiste, je pense que c'est ça que la question est. Plus beau souvenir. C'est-à-dire que les souvenirs, ça évolue avec le temps. En fait, des souvenirs qui étaient super il y a 30 ans. Après, mais un souvenir qui vous a marqué, Jean-François Derek, quand vous pensez à votre carrière, il y a forcément quelque chose qui sort du lot. Là, ce qui m'a marqué récemment, c'est le plus récent, c'est-à-dire ce qui tient au spectacle que je joue actuellement. Alors, c'est des réactions, justement. On vous parle de l'émotion qu'on a ressentie en venant vous voir, par exemple ? Oui, ça c'est sûr. Mais peut-être quand la première fois... Parce qu'on a créé le spectacle à Avignon, au Théâtre du Chêne Noir. Et mon producteur, Fabrice Roux, me dit, bon, écoute, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, hein, parce que je changeais complètement de genre, de style, quoi. Avant, je faisais du comique plus comique, quoi, disons. Et vous étiez plus dans le one-man, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, voilà, c'est ça. Et là, c'est plus personnel, plus autobiographique. C'est plus une pièce de théâtre, un personnage. Oui, sort de seul en scène. Et peut-être que quand on est arrivé dans le train, en fait, on nous appelle, dans le train où on allait à Avignon, on nous dit, oh, dis donc, il y a déjà 500 places de vendues. Et ça, c'est quand même une certaine consécration. Oui, quand même, c'est Derek. quand même, on se dit, tiens, bon, il y a peut-être quelque chose. Une dernière question qui vient de Steve. La personne avec qui vous avez le préféré travailler dans votre carrière ? C'est pareil, je vais dire, avec Lavaudan, parce que... Oui, c'est quelqu'un qui vous a suivi. Oui, non, c'est vrai, on s'était connus. Mais l'histoire, parce qu'il y a l'histoire du spectacle, c'est une chose, et l'histoire de cette amitié avec lui, pardon. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose, donc on s'était rencontrés. Si, je vais vous raconter. Bien sûr. On s'était rencontrés, on avait commencé à faire du théâtre à Grenoble il y a 40 ans, même 50. Après, on s'est séparés parce que moi je voulais faire du comique, de la scène, lui voulait faire du théâtre un peu plus intello et tout. On s'est séparés et on s'est quasiment pas revus pendant ces 40 ans. Et quand j'ai monté le spectacle, je voulais trouver un metteur en scène qui ait une image justement qui change avec ce que j'avais, une image culturelle, quoi, pour faire un truc qui changeait. Et j'ai pensé à lui, mais je me dis, il dira non. Et puis il a dit oui. Et on s'est retrouvés 40 ans après pour faire ce spectacle à Avignon. Et ça, c'était quand même une belle histoire. Le jour où j'ai appris que j'étais juif, donc, qui sera à Avignon du 7 au 31 juillet prochain à la Scala Provence, je le rappelle, avant de partir encore en tournée. Allez, tout de suite, la suite de cette émission, puisqu'on pense à votre santé. À votre santé. Et donc, on retrouve le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Cyrielle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous souhaitiez évoquer cet après-midi la médecine anti-âge qui s'est développée d'abord aux États-Unis, puis à un degré moindre chez nous, dans une société un peu obsédée par la peur de vieillir. Cette discipline vise à prévenir en gros le vieillissement et à en dissimuler certains stigmates. J'imagine que c'est un problème, Jean-François Derek, peut-être pour les acteurs et encore plus pour les actrices à un moment donné, ce genre de choses. Vous voulez nous en dire un mot, bien sûr, docteur Serge Rafal. C'est exactement ça, Cyrielle. Il y a le mythe de l'éternelle jeunesse a toujours existé. On se souvient de la recherche de la pierre philosophale par les alchimistes. On se souvient du mythe de Faust qui pactise avec le diable pour gagner 24 années, revenir en arrière de plaisir et d'aventure. Et ce mythe a ressurgi, en fait, vous l'avez dit, Cyrielle, il y a 30 ans aux États-Unis, un peu plus récemment en France, à partir de 2006. Alors, c'est pas simplement ne pas vieillir, c'est rester en bonne santé, mais en effaçant les stigmates du vieillissement. C'est-à-dire renvoyer
une image plaisante, agréable, dynamique, plus jeune, qui est valorisée par la société. C'est quoi la médecine anti-âge, docteur Serge Rafal ? La médecine anti-âge, c'est précisément essayer de réparer, on va dire, les outrages du temps, enfin les dysfonctionnements, on va dire, de l'organisme, mais pas seulement. C'est donc une partie qui est une partie interne. Avec le vieillissement, notre organisme fonctionne moins bien, certaines hormones vont s'arrêter de fonctionner, chez les dames totalement, les avec oestrogènes, chez les messieurs la testostérone, et puis les tissus vont se modifier, il va y avoir l'apparition de rides que certains vont essayer d'effacer, et puis l'oxydation des cellules. L'oxydation des cellules, c'est en fait l'organisme qui fabrique de la rouille, et on a pensé qu'avec les antioxydants, qui précisément sont des substances qui vont s'opposer aux radicaux libres, qui détruisent et qui nous aident, mais qui détruisent aussi un certain nombre de cellules, vont permettre de traiter l'ensemble des maladies. On l'a pensé à un moment où c'est apparu. D'ailleurs, les antioxydants, vous le savez peut-être pas, ils sont apparus dans l'industrie du pneumatique. Et en fait, les ingénieurs étudiaient le vieillissement des pneus et se sont intéressés en fait aux antioxydants en expliquant comment cela se produisait. Et puis à côté de ça, la protection de l'ADN. Là, on est, si vous voulez, dans des notions qui sont plus récentes. Cyrielle, vous avez probablement entendu parler des télomères. Les télomères sont des petits capuchons, en fait, qui protègent l'ADN. Et au fur et à mesure que les cellules se multiplient, cet ADN rétrécit. Et finalement, la multiplication des cellules et la fabrication de cellules jeunes se fait moins bien. Et alors là, tout un commerce s'est organisé sur des produits qui vont permettre d'allonger les télomères. Voilà, la médecine anti-âge, c'est ça. C'est-à-dire, ça s'appuie sur un bilan qui est un bilan médical, qui est un bilan hormonal, qui est un bilan biologique sur l'alimentation, mais aussi psychologique. Et à côté de ça, bien évidemment, l'apparence qui compte énormément. Ça, c'est très clair. Alors, Jean-François Derek a une question, mais juste avant, je voudrais dire, avant de passer à toutes ces picouzes, là c'est pour l'aspect physique évidemment, où on a envie de faire du botox, de l'acide hyaluronique, il y a l'intérieur évidemment, et là qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Quelle solution pour freiner le vieillissement ? Ce que je vous disais tout à l'heure, donc une vie saine, je dirais, une hygiène de vie. Cela va de soi. L'hygiène de vie, donc ça c'est important, ça va permettre de rester en bonne santé, mais ça va pas freiner le vieillissement. Peut-être que le roi Lion, là tout à l'heure, on aurait eu besoin, mais on ne les avait pas. Donc les bilans, enfin un certain nombre de dosages, et certains qui pratiquent la médecine anti-âge vont essayer de compenser toutes ces sécrétions hormonales qui sont insuffisantes. On peut faire des bilans qui sont des bilans des antioxydants, des bilans des acides gras, et les corriger en fonction des résultats de ces examens. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez complet, c'est des mesures alimentaires, c'est des mesures d'hygiène, c'est une supplémentation en nutriments, en micronutriments, en bons acides gras, et à côté de ça, on peut pas éliminer ce que vous disiez tout à l'heure, les picouzes, la chirurgie, enfin les picouzes ou la chirurgie. Mais ça, c'est pour la forme. Et on s'aperçoit que les jeunes femmes, enfin moi je vois ça en clientèle, de plus en plus jeunes vont recourir à du botox, mais vraiment très jeunes. Jean-François Derek, vous aviez une question. Ah oui, alors finalement, cette médecine, ça marche ou c'est de l'arnaque ? Je dirais que tout dépend. Peut-être que la psychologue aura tout à l'heure ses réponses à elle. Je dirais tout dépend sur la façon qu'on a soi d'appréhender cette étape qui est physiologique. Le vieillissement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, c'est quelque chose qu'on peut peut-être maquiller, qu'on peut peut-être un petit peu dissimuler, mais donc ça marche pas. On a l'âge de ses artères. Docteur Serge Rafal, très brièvement, je sais que c'est pas tellement le sujet qu'on a envie d'évoquer aujourd'hui, mais il y a forcément des gens qui ont entendu parler de cette chose-là. Ça va susciter l'intérêt de nos auditeurs qui vont y penser, ils vont dire on n'en parle pas. L'adénochrome, vous en avez entendu parler, qu'est-ce que vous en pensez ? L'adénochrome ? Vous n'en avez pas entendu parler. En ce moment, on parle beaucoup de ça, notamment c'est passé sur TPMP.
Je pense qu'on aura l'occasion d'en faire un petit regard dans cette émission pour savoir si c'est une info, une intox, si c'est une bêtise, si c'est pas une bêtise, si c'est une bêtise complotiste. Je vous promets d'en parler. Eh ben, on le fera ensemble, c'est promis. Voilà, on a teasé la semaine prochaine sur Radio J, histoire qu'on sache vraiment à quoi s'en tenir et qu'on laisse pas traîner ce genre de choses. Merci beaucoup Jean-François Derek d'avoir écouté cette chronique, mais tout de suite, on va pas terminer ensemble puisque maintenant, c'est le portrait dans le regard de Judith Cohen-Solal. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours, à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble, Jean-François Derek, et c'est donc aujourd'hui avec Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-François Derek. Bonjour. On se connaît un petit peu. Oui, c'est vrai. Vous avez même présenté votre livre au moment où il venait de sortir, ou enfin quelque chose comme ça. Et puis on avait même des projets de partir en Israël. Eh oui. Voilà. Et puisque vous y êtes toujours pas allé, c'est ça ? Ben non, parce que avant je voulais pas y aller parce que j'avais peur d'être déçu. Voilà. Alors, je trouvais toujours des prétextes. Et maintenant que je suis prêt à y aller, plus personne ne veut m'amener. Alors voilà, en tout cas, j'ai compris que vous aviez envie d'y aller accompagné. Et je comprends que le chemin pour vous, que vous prenez pour aller quelque part, c'est important parce que, bien sûr que Derek, c'est un autre nom, c'est un nom qui vient derrière, qui a été coupé, au fond. Mais dans Derek, moi j'ai entendu Derek comme ça s'écrit phonétiquement le mot Derer en hébreu qui veut dire le chemin. Et donc, Derer, le chemin. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait, c'est marqué par cette question du chemin, comment y aller, ou comment y aller sans y aller, parce que moi j'ai remarqué dans ce tac au tac quelque chose d'assez intéressant, c'est que vous dites que la recette de l'amour, c'est ne jamais communiquer. D'ailleurs, vous avez insisté, non, il faut pas parler, il faut pas communiquer. Il faut vivre normalement, donc il faut faire comme si de rien n'était. Et puis après, aussi, vous avez dit à nouveau que les rêves, c'est pour dormir. En tout cas, il y avait toute une manière de répondre, sans répondre aux questions de Cyrielle, comme elle l'a fait remarquer. À chaque fois qu'elle vous a posé une question, vous avez répondu par une question, un petit commentaire. Et sur une autre question. Voilà, sur une autre question. Et en tout cas... Aussi, ce que vous dites, c'est que ce que vous auriez rêvé d'être si vous n'étiez pas Jean-François Derek, c'est d'être une vedette du cinéma muet. Donc, on retrouve encore cette idée de se taire, en fait. Ne pas trop parler. Pas mal. Donc... Alors, moi, j'ai compris qu'à travers vos commentaires, j'ai entendu finalement le mot comment taire. Donc, commentaire, comment ne pas dire. Et comment faire parler l'autre, parce que du coup, c'est Cyrielle, plusieurs fois, qui disait ce que vous vouliez laisser entendre dire sans trop vouloir prendre cette responsabilité. Donc, moi, je me suis dit que c'est pas par hasard que vous aviez choisi l'humour, qui est quand même une manière profonde, mais d'avoir l'air léger. Et puis c'est dire sans vraiment dire entre les lignes. On se comprend sans trop en dire et sans trop avoir l'air de s'engager dans ce qu'on dit, comme disent les enfants. Ah mais c'est pour rire. Dès qu'ils voient qu'il y a un adulte qui a l'air de réagir un peu trop à ce qu'ils disent ou ça les inquiète, ils disent non mais c'est pour rire. Donc hop, on recule. Ça veut dire que c'est pour rire, c'est une manière de le dire, mais sans prendre trop de risques. Donc je comprends bien que finalement vous avez combattu ce silence que votre mère avait posé sur l'histoire de votre famille, que vous êtes allé chercher, donc sur l'histoire des origines, mais à la fois c'est quand même ça qu'elle vous a transmis, donc ça reste là, c'est fort. Mais il faut faire bien attention, pas prendre trop de risques, parce que quand même c'est dangereux, même comme vous avez dit, dans le couple, et donc quand même vous avez trouvé cette manière de parler, et puis alors là quand même avec ce livre, vous dites, parce que là vous dites, voilà ce qui s'est passé, comment le jour où j'ai appris que j'étais juif, donc là il s'est passé quelque chose, et vous assumez d'ailleurs de le dire et de le partager avec d'autres et de vous afficher avec ça. Bon, ça m'a fait rire quand vous avez dit que de parler dans une radio juive, c'est pire que même d'aller chez Drucker, parce que là, il y a toute la famille qui risque d'écouter. Ça, c'est Sam Bérébi qui l'a dit. Qui risque de commenter. Enfin, quand il a dit ça et que je vous ai vu bien rigoler et vous acquiescer, c'est-à-dire se dire, tiens, il est vrai que finalement, ce qu'on a à dire en famille ou ce que la famille a à dire, ça reste quand même très ancré. Donc, et c'est comme ça que je l'entends chez vous. Et puis que c'est dans cette question où vous êtes venu amener de la mémoire, il y avait un devoir du trou de mémoire de votre mère. Donc c'est un combat quand même, tout ça là. C'est un long combat toute la vie pour pouvoir dire quelque chose avec cette idée que
finalement, vous n'avez pas raté tellement de choses parce que vous dites que vous n'avez pas de regrets et à la fois, la chanson que vous préférez, c'est Les Passantes. Les Passantes, quand même, c'est cette nostalgie de toutes les autres vies qu'on aurait pu avoir, mais qu'on n'a pas eu. Mais ça reste quand même quelque chose de nostalgique, mais de sympathique. D'ailleurs, vous faites une belle déclaration à votre femme en disant que dans les trois choses que vous voudriez faire, c'est l'acte sexuel, boire un verre avec votre femme et boire un deuxième verre avec votre femme. Donc voilà. Eh bien, j'étais très contente qu'on se retrouve ici aussi. Alors, puisqu'on parle de chemin, eh bien, comme je dis souvent, bonne route. Mais là, c'est très approprié, sachant que moi aussi, je suis de Grenoble, donc quelque part. Ah bon ? Ça vous fait des points communs. Je savais pas ça. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal, notre Bien vu, psychanalyste du jeudi, évidemment, sur l'antenne de Radio J. C'est la fin de cette émission. Jean-François Derek, on va écouter un petit peu de musique à CDC sur l'antenne de Radio J. Je rappelle votre spectacle Jour où j'ai appris que j'étais juif qui part en tournée avec cette scène évidemment le 29 mars à Périgueux avant de retrouver Avignon. Du 7 au 31 juillet à la Scala Provence avant de rejoindre également la Belgique, la Suisse et le Canada. Un tout petit mot de la fin qui vous revient. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Ah, encore cette question. Jusqu'au bout, vous l'aurez ça. Un mot de la fin. C'est-à-dire un mot de la fin. C'est un bon début. Eh ben c'est très bien et ça me convient. Merci beaucoup Jean-François Derek. Merci au docteur Serge Rafal d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J et Mascali, Jérôme Goulon, Sam Bérébi. Merci à Benjamin Arnaud et Clément pour la réalisation aujourd'hui. Réécoutez cette émission sur radioj.fr, YouTube, toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis encore et encore. On se donne rendez-vous lundi dès 15h avec Salomé Lelouch. À lundi. Belle journée à tous. Shabbat Shalom sur Radio J.